Le ciel était une panse d'âne gonflée qui pendait très bas, menaçante, au-dessus des têtes. Le vent tiède et poisseux balayait les feuilles éparses et secouait violemment les bananiers rachitiques qui ornaient la façade de la mairie. Les quelques habitants d'El Idilio, auxquels s'était joint une poignée d'aventuriers venus des environs, attendaient sur le quai leur tour de s'asseoir dans le fauteuil mobile du dentiste, le docteur Rubicondo Loakamine, qui pratiquait une étrange anesthésie verbale pour atténuer les douleurs de ses clients. « Ça te fait mal ?» questionnait-il. Agrippés au bras du fauteuil, les patients, en guise de réponse, ouvraient des yeux immenses et transpiraient à grosses gouttes. Certains tentaient de retirer de leur bouche les mains insolentes du dentiste afin de pouvoir lui répondre par une grossièreté bien sentie, mais il se heurtait à ses muscles puissants et à sa voix autoritaire. « Tiens-toi tranquille, bordel, bats les pattes. Je sais bien que ça te fait mal. Mais à qui la faute? Hein? À moi? Non, au gouvernement. Enfonce-toi bien ça dans le crâne. C'est la faute au gouvernement si tu as les dents pourries et si tu as mal. La faute au gouvernement. » Les malheureux n'avaient plus qu'à se résigner en fermant les yeux ou en dodelinant de la tête. Le docteur Loakamine haïssait le gouvernement, n'importe quel gouvernement, tous les gouvernements. Fils illégitime d'un immigrant ibérique, il tenait de lui une répulsion profonde pour tout ce qui s'apparentait à l'autorité. Les raisons exactes de sa haine s'étaient perdues au hasard de ses frasques de jeunesse. Et ces diatribes anarchisantes n'étaient plus qu'une sorte de verrue morale qui le rendait sympathique. Il vociférait contre les gouvernements successifs de la même manière que contre les gringos qui venaient parfois des installations pétrolières du Coca, étrangers et impudiques qui photographiaient sans autorisation les bouches ouvertes de ses patients. À quelques pas de là, l'équipage du sucre chargeait des régimes de bananes vertes et des sacs de café. Sur un bout du quai s'amoncelaient les caisses de bière, d'Aguardiente, Frontera, de sel et les bonbonnes de gaz débarquées au lever du jour. Le sucre devait appareiller dès que le dentiste aurait terminé de réparer les mâchoires, pour remonter les eaux du Nagaritza, déboucher dans le Zamora et, après 4 jours de lente navigation, rejoindre le port fluvial d'Eldorado. Le bateau, une vieille caisse flottante mue par la volonté de son chef mécanicien, les efforts de 2 costauds qui composaient l'équipage et l'obstination fistisique d'un antique diesel ne devait pas revenir avant la fin de la saison des pluies, dont le ciel en deuil annonçait l'imminence. Le docteur Rubicondo Loakamine venait 2 fois par an à El Idilio, tout comme l'employé des postes, lequel n'apportait que fort rarement une lettre pour un habitant et transportait essentiellement dans sa sacoche délabrée des papiers officiels destinés au maire ou les portraits sévères décolorés par l'humidité des gouverneurs du moment. Du passage du bateau, les gens n'attendaient rien d'autre que le renouvellement de leurs provisions de sel, de gaz, de bière et d'aguardiente. Mais la venue du dentiste était accueillie avec soulagement, surtout par les rescapés de la malaria. Fatigués de cracher les débris de leur dentition et désireux d'avoir la bouche nette de Chico afin de pouvoir essayer l'un des dentiers étalés sur un petit tapis violet qui évoquait indiscutablement la pourpre cardinalis.
Toujours vitupérant contre le gouvernement, le dentiste débarrassait leurs gencives de leurs ultimes vestiges dentaires, après quoi il ordonnait de se rincer la bouche avec de l'aguardiente. Maintenant, voyons. Comment tu le trouves, celui-là? Il me sert. Je ne peux pas fermer la bouche. Allons donc. Tu me parles d'une bande de délicats. Bon. On en essaye un autre. Il flotte. Si j'éternue, il va tomber. T'as qu'à pas t'enrhumer, couillon. Ouvre la bouche. Et il lui obéissait. Ils essayaient plusieurs dentiers, finissaient par trouver le bon et discutaient le prix. Tandis que le dentiste désinfectait les autres en les plaçant dans une marmite d'eau chlorurée bouillie. Pour les habitants des rives du Zamora, du Yacuambi et du Nangaritza, le fauteuil mobile du docteur Rubicondo Loacamin était une institution. En fait, il s'agissait d'un vieux siège de coiffeur avec le socle et les bras émaillés de blanc. Il fallait toute la force du patron et des matelots du sucre réunis pour le hisser à quai et l'installer sur une estrade d'un même carré que le dentiste appelait la consultation. Sur la consultation, c'est moi qui commande. Nom de Dieu. Ici, on m'obéit. Une fois en bas, vous pouvez m'appeler arracheur de dents, fou de gueule, tripoteur de langue, ou tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez même m'offrir un verre. Ceux qui attendaient leur tour faisaient des têtes d'enterrement, et ceux qui passaient par les pinces d'extraction n'étaient pas plus brillants. Les seuls personnages à garder le sourire autour de la consultation, c'étaient les gibarons, qui observaient accroupis. Les gibarons, des indigènes rejetés par leur propre peuple, le peuple des Chouars, qui les considérait comme des êtres avilis et dégénérés par les habitudes des Apaches, autrement dit les Blancs. Les gibaros, habillés avec les guenilles des Blancs, acceptaient sans protester ce nom dont les avaient affublés les conquérants espagnols. La différence était immense entre un Chouar hautain et orgueilleux, qui connaissait les régions secrètes de l'Amazonie, et un gibaro tel que ceux qui se réunissaient sur le quai d'El-Idilio, dans l'espoir d'un peu d'alcool. Les gibaros souriaient, en montrant leurs dents pointues, aiguisées avec des galets du fleuve. Et vous autres, qu'est-ce que vous regardez? Un jour ou l'autre, vous allez y passer, macaque, et menaçait le dentiste. Ravis qu'on leur adresse la parole, les gibaros répondaient. Gibaros avoir bonne dent. Gibaros beaucoup manger viande de singe. Parfois, un patient poussait un hurlement qui affolait les oiseaux, et il écartait la pince d'un coup de poing en portant sa main libre au manche de sa machette. Tiens-toi comme un homme, connard. Je sais que ça te fait mal, et je t'ai déjà dit à qui c'est la faute. Alors ne fais pas le méchant. Assis-toi là et montre-nous que tu as des couilles au cul. Mais vous m'arrachez l'âme, docteur. Laissez-moi boire un coup. Le dentiste finit d'opérer son dernier client et poussa un soupir. Il emmaillota dans leur tapis cardinalis les dentiers qui n'avaient pas trouvé de preneur. Et, tout en désinfectant ses instruments, il regarda passer la pirogue d'un Chouar. L'indigène pagayait debout, à l'arrière de la mince embarcation. Arrivé près du sucre, il donna 2 petits coups de pagaie qui la collèrent au bateau. La figure renfrognée du patron apparut par-dessus le bastingage. Le Chouar lui expliquait quelque chose en gesticulant de tout son corps et en crachant sans arrêt. Le dentiste sécha ses instruments et les rangea dans une trousse en cuir. Puis il prit le récipient contenant les dents arrachées et le vida dans le courant. Le patron et le Chouar poussèrent à côté de lui pour se diriger vers la mairie.
passèrent à côté de lui pour se diriger vers la mairie. « Il va falloir attendre, docteur. Il nous amène un gringo mort. » La nouvelle ne lui fit pas plaisir. Le sucre était un engin inconfortable, particulièrement pendant le voyage de retour, quand il était chargé de bananes vertes et de sacs de café brut, tardifs et à moitié pourris. Si les pluies prenaient le bateau de vitesse, chose qui semblait probable, car ils avaient une semaine de retard du fait de diverses avaries, alors cargaison, passagers et équipage devraient se partager l'abri d'une bâche, sans espace suffisant pour tendre les hamacs. Autant dire que la présence d'un mort rendrait le voyage